Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, avec l'émission Vive la sociale. Ce soir, nous vous proposons une discussion faite à distance avec certains des rédacteurs des très nombreux articles rassemblés dans les 2 derniers numéros de la revue Pratique, les cahiers de la médecine utopique. Ces 2 derniers numéros ont été organisés autour du thème Covid-19, autopsie d'une crise. Le premier, à savoir le numéro 90 du mois de juillet, a été rédigé durant le confinement du printemps. Le deuxième, le numéro 91, sorti en octobre, pendant l'été, à l'heure où il était possible de tirer un premier bilan des réponses apportées à la crise sanitaire. Certains auditeurs se souviennent peut-être que nous avions déjà consacré en mai 2017 une émission à un numéro de pratique qui portait alors sur santé et travail. À cette occasion, Anne Perros-Oliver et Françoise Acker nous avaient présenté l'histoire de cette revue, vieille maintenant de 45 ans. Nous n'y reviendrons pas cette fois-ci. Les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le sujet peuvent retrouver l'émission en question sur le site vivelasociale.org ou encore consulter le site de la revue à l'adresse pratique.fr. Je vais laisser Anne Perros-Oliver, la directrice de la rédaction, donner la parole aux différents participants sans trop intervenir moi-même. Mais auparavant, je voudrais souligner le très grand intérêt de ces 2 numéros. Pas seulement pour les soignants qui s'interrogent sur leurs pratiques, qui sont sans doute le lectorat privilégié de cette revue, mais aussi pour nous tous qui, au cours de cette pandémie, avons été condamnés à observer stupéfaits et parfois apeurés l'état de panique dans lequel était plongé notre système de santé publique, qu'on avait un temps présenté comme le meilleur du monde. Et condamné aussi à nous soumettre à des injonctions du pouvoir central aussi peu cohérentes que négatrices de notre autonomie et de notre intelligence. La lecture de ce numéro nous aide à sortir de cet état de stupeur en nous faisant partager ce qu'ont été durant cette crise sanitaire le vécu, les sentiments et la démarche de soignants qui ne se contentent pas de se mouler dans le rôle et les pratiques que leur prescrivent les autorités sanitaires. Découvrir que nombre de soignants ont cherché à rester fidèles, y compris dans l'urgence, et là où ils le pouvaient, à la médecine humaniste, et je reprends là un terme souvent employé dans ces articles, ça fait du bien. Et les réflexions qu'ils se sont donné la peine de coucher sur papier entretiennent l'espoir de voir gagner en ampleur et en force des formes concrètes de résistance à la gestion libérale et mercantile de la santé publique. Des résistances dans lesquelles les patients auront eux aussi un rôle à jouer, sans doute. Est-ce que vous voulez vous présenter, donner votre nom, associer votre nom, éventuellement votre fonction, à votre voix ? Patrick Dubreil, médecin généraliste, membre de la revue Pratique, à Nantes, médecin généraliste à Nantes. Françoise Acker, je suis sociologue et à la rédaction de Pratique. Jean Vigne, je suis infirmier de secteur psychiatrique retraité à Toulouse et j'ai été secrétaire général de la Fédération Institut de Santé Sociaux. J'étais au secrétariat pendant une dizaine d'années avant ma retraite. Georges. Alors, mes parents m'ont appelé Georges Yoram Federman et je les ai crus sur parole. Je suis né juif et je me suis converti à l'exercice de la médecine. Bon, Anne Perros-Oliver, moi j'ai été infirmière, puis cadre et chercheuse, et je participe à la revue Pratique, forcément. Et Léa. Eva Suisse, donc qui est médecin généraliste dans l'Est, en Lorraine, en fait. Et donc elle a été affrontée, on va dire, gravement à la crise, puisqu'elle était en plein dans le département, enfin dans le secteur le plus touché au printemps. Je laisse maintenant la parole à Anne. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ces 2 numéros de Pratique ? Pratique est un trimestriel, donc effectivement pas très adapté aux crises et aux urgences comme la pandémie,
Mais en même temps, cette crise vient révéler ce que nous dénonçons depuis plus de 40 ans, enfin 45 ans maintenant, c'est-à-dire une évolution de la santé à des années-lumière en fait de ce que attendent les gens et aussi ce à quoi sont préparés les soignants. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout formés à gérer en fait des patients comme on voudrait qu'on le fasse maintenant. Les soignants sont formés à soigner. La formation, sans doute, à revoir également. Mais en attendant, nous sommes formés à soigner, pas à gérer. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de gérer des flux, de gérer des patients, de repousser les choses. Bref, nous sommes amenés à gérer. C'est-à-dire que l'évolution du système de santé, pour nous, depuis très très longtemps déjà, est totalement à l'envers de ce que la société en fait a besoin, c'est-à-dire du soin, de l'attention dans des moments où on est, plus fragile, où on est malade, donc on a besoin d'être plus entendu et d'être accompagné. C'est plus du tout ce qui se passe, et les soignants sont les premiers à le dénoncer parce que ça leur complique considérablement la vie. Courir d'un bout à l'autre des services à l'hôpital, ne plus avoir de médecins traitants dans plein de lieux de notre pays. Tout ça contribue à faire que non seulement les patients sont moins bien pris en charge, de moins en moins bien, mais en plus de ça, les soignants sont complètement débordés, dépassés, en plein désarroi. Donc les grèves qui ont eu lieu récemment, juste avant justement cette crise, montrent bien que la situation est devenue totalement incontrôlable dans les hôpitaux, dans la ville et la campagne. Et donc voilà, on est dans une situation aujourd'hui où la Covid ou le Covid, on s'en fiche un peu du sexe, à vrai dire, cette épidémie et puis devenue pandémie montre simplement que ce système de soins mercantile et qu'on veut absolument rentabiliser est absolument à l'envers de ce que la société de tous les pays en fait réclame. Donc ça, c'est pour la raison pour laquelle on s'est emparé, on a été frappé par la, comment dire, comme si cette crise agissait, beaucoup de gens l'ont dit, mais en révélateur de quelque chose qui est totalement dysfonctionnel. Et maintenant, on a vu tous les effets délétères de la gestion hospitalière, par exemple, et pas seulement hospitalière, de la santé, avec les histoires de masques, avec les discours totalement, contradictoires qu'on a pu entendre et qu'on entend encore. Donc voilà, on voulait les mains dans le cambouis, dire un peu comment on se dépatouille d'une situation pareille quand elle vient percuter en fait un système qui n'est plus adapté et qui n'est pas du tout adapté aux urgences, aux crises. Voilà, on n'a plus du tout de marge de manœuvre. Donc je vais évidemment, on va revenir sur un certain nombre de ces questions parce que parce qu'il y a des éléments d'histoire qui ponctuent en fait cette dégradation du système de soins. Donc je vais passer la parole à qui la veut bien d'ailleurs, qui a envie de reprendre le flambeau sur une de ces questions. Voilà, Jean peut-être. Oui, bonjour. Oui, en fait on est comme a dit Yann, ça a été un révélateur pour le grand public, c'est pas un révélateur pour les soignants. Ça fait à peu près 30 ans, plus de 30 ans que les soignants sont mobilisés sur la question des effectifs, sur la question des moyens dans le système hospitalier et plus récemment de façon aiguë sur les EHPAD, parce qu'il faut en parler aussi. Donc on a vécu sur les 30 dernières années un processus d'industrialisation de la santé. Ce qui était ce qu'on appelait dans le service public l'obligation de moyens est devenue une obligation de résultat, ce qui fait qu'au fil des années, on a perdu, sous couvert de productivité, de gros mots comme benchmarking et lean management,
L'un étant la chasse, soi-disant autant libre, autant non effectif pour les audits qui venaient scruter un peu ce qui se passait dans les services, et l'autre étant la mise en concurrence des services les uns après les autres, à une obligation de rentabilité. C'est-à-dire qu'à une époque, on pouvait avoir 15 à 20% de lits de libre dans un service, ce qui nous permettait d'accueillir, en cas de crise, bronchiolite, grippe, etc., le surplus de demande de soins, pour avoir des taux de remplissage à 100, voire 110 et 120%, en jouant effectivement sur les lits qui se libéraient dans la journée, etc. Ce qui fait qu'on a accru de façon inhumaine la rentabilité des soignants, et en même temps, on s'y attaquait au temps d'élaboration collective. C'est-à-dire, il y a eu la casse du collectif dans les établissements hospitaliers, et il y a eu cette obligation de rentabilité. Pour dire un mot particulier sur les EHPAD, parce que c'est aussi une des crises qu'on traverse aujourd'hui, c'est que ça c'est le rapport de l'OCDE d'il y a 5 ans, on a à peu près moitié moins de moyens dans les EHPAD en France que sur l'ensemble de l'Europe du Nord. C'est-à-dire en termes de nombre de personnel par rapport aux personnes accueillies. Et c'est d'ailleurs significatif, même si le grand public n'en a pas eu conscience, ça fait plus de 5 ans qu'il y a une intersyndicale totale sur la lutte pour les moyens dans les EHPAD, y compris avec les associations et les organisations de direction. C'est un des rares dossiers, je pense, au niveau national, où autant les directeurs que les soignants et que tous les syndicats sont unis à travers un collectif qui s'appelle Service d'aide à la personne, le SAPA, qui essaye de mener des actions, des manifestations avec une ACME il y a à peu près 2-3 ans, où il y a eu là des mobilisations quasiment mensuelles sur le système d'accueil des personnes âgées, sans qu'il y ait de réaction concrète de la part des gouvernements. On a eu des enquêtes parlementaires qui ont conclu à dire exactement la même chose que disaient les syndicats et que disait l'intersyndicale, interassociative, mais sans effet derrière. Et donc la crise de la Covid est arrivée sur un hôpital qui était d'un côté à bout de souffle en termes de moyens et d'organisation, et sur des EHPAD, des maisons de retraite, qui étaient elles aussi totalement sous-dotées. Il faut noter au passage que c'était pas sans intention tout ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services qui ont fermé en gérontologie, notamment la PHP qui a fermé plus des 2/3 de ses services de géronto pour favoriser effectivement l'implantation de groupes comme Corian ou Orpea avec transfert de l'activité vers le secteur privé. C'est-à-dire que c'est pas sans intention tout ça que ça s'est produit. D'un côté, il fallait faire des économies sur la santé publique, et de l'autre, il fallait ouvrir grand la porte à tous les systèmes de santé privée derrière pour accueillir les gens qui étaient économiquement viables dans ces systèmes-là. Donc voilà, de façon un peu résumée, d'un côté industrialisation, casse des collectifs, mais c'est un processus qui est à l'œuvre depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas une année, moi j'ai été responsable syndical d'une organisation pendant 10 ans, où il n'y ait pas eu une dizaine de mouvements sociaux dans les hôpitaux, tous les ans, avec certaines années où il pouvait y avoir 10-15 jours de grève organisés en intersyndical. Là, je précise aussi parce que c'est quand même plutôt rare qu'il y ait des intersyndicales totales sur des secteurs comme le nôtre. Et pourtant, on en est là depuis. Disons qu'on était en lutte active. Il y a eu des coordinations infirmières à la fin des années 80, début 90, qui avaient déjà alerté, avec plus de 5000 soignants dans la rue à Paris. Les taux s'étaient très légèrement desserrés, surtout au niveau financier à l'époque, mais sans aller guère plus loin. Mais le rouleau compresseur n'a fait que s'accélérer. Et après, bon, il y a eu les ordonnances Juppé, il y a eu les ARH, puis ARS, et petit à petit, toute cette mécanique s'est imposée sur les établissements. Donc, alors, c'est pas la première crise. Tous les ans, on parle régulièrement, il y a la crise des bronchiolites. Quand c'est la période des bronchiolites, il y a des enfants qui sont évacués de Toulouse sur Bordeaux ou d'un CHU sur l'autre parce qu'il n'y a plus les capacités d'accueil sur des crises particulières.
Il y a eu des scandales, mais on a été les seuls au niveau syndical à le signaler. Il y a des années où il y a eu des surmortalités avec les épidémies de grippe. Il y a eu une année, il y a eu plus de 30 000 morts de la grippe, pas faute de la virulence de la grippe, faute de la capacité de prise en charge des établissements. Mais ça a passé en dessous du radar, effectivement. Mais là, en se trouvant confronté à une pandémie, enfin une épidémie qui touche l'ensemble de la population, ça a été impossible, effectivement, de glisser ça sous le tapis, quoi, et que ça n'émerge pas, effectivement, au niveau des médias, parce qu'il y avait quand même le feu à la baraque. Et on se rend compte, effectivement, que là, on va être maintenant à 8 mois de l'amplification de la crise Covid. Tout n'est pas encore mis en place pour y faire face. C'est-à-dire que 8 mois plus tard, on commence maintenant à généraliser les tests. 8 mois plus tard, l'autre problème, c'est que les personnels sont épuisés dans les établissements, parce que ça fait 8 mois qu'ils sont sous tension en permanente. Déjà, il commençait à y avoir des décompensations graves en juin, à la fin du premier confinement. L'été n'a pas été un temps de récupération, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on redéploie les moyens pour faire face à la Covid, on ne fait pas le reste du travail. Donc, peu à peu, les établissements ont essayé de rattraper tout ce qui était intervention ou soins programmés durant l'été. Et la deuxième vague a fait que tout ça s'est interrompu, qu'il y a du travail qui s'accumule, que dans les établissements hospitaliers, on n'est pas prêt de prendre du repos. Enfin, ni la médecine de ville, ni les établissements hospitaliers ne sont prêts de prendre. Françoise demande la parole, donc je te la passe. Je pensais que ce serait bien que Patrick dise ce qui s'est passé au niveau libéral, justement, en ville, en fait. Parce qu'on parle que de l'hôpital, là. Oui, donc en ville, si vous voulez, moi je suis médecin généraliste à Nantes. J'ai aussi des responsabilités syndicales par le passé au syndicat de la médecine générale. Et je voulais dire que, en fait, suite à ce que disait Anne et Jean, c'est-à-dire qu'on paye des non-choix, voire des choix délibérés de politique, tant au niveau de la médecine ambulatoire, de l'hôpital, qu'au niveau de la sécurité sociale aussi, puisque les renoncements aux soins se multiplient, non pas seulement parce que les gens n'ont plus de médecin traitant, mais en plus parce que le coût des soins est de plus en plus compliqué, avec une sécu qui rembourse de moins en moins. Et par exemple, une mesure emblématique du gouvernement socialiste de François Hollande qui avait imposé dans les entreprises une complémentaire santé solidaire, une complémentaire santé pas solidaire, au contraire, une complémentaire santé obligatoire dans les entreprises, qui n'a fait qu'aggraver les inégalités d'accès aux soins, puisque plus on met en place des complémentaires santé privés, et moins la solidarité joue au niveau de la Sécu. Bon, concrètement, dans l'Ouest, on n'a pas eu vraiment de première vague au printemps, paradoxalement, à ce qui s'est passé dans l'Est, en région parisienne et dans le nord de la France, ainsi qu'aux Antilles et Guyane. Et on a vu ce qui se passait dans l'Est, et on s'est dit, oulala, attention, ça va arriver chez nous, puisque dans l'Est, les généralistes étaient débordés. On a vu des couloirs d'urgence complètement envahis de malades. Il n'y avait plus d'oxygène, des gens sont morts faute de soins. Enfin, c'était assez épouvantable. L'État a été obligé de mettre en place des hôpitaux militaires. Enfin, bon, c'était quand même hallucinant, alors qu'ils ont fermé des lits dans l'hôpital public depuis des années. Et on a vu aussi, puisque dans notre comité de rédaction, nous avons une médecin généraliste qui est dans l'Est et qui a pu témoigner que beaucoup de spécialistes en libéral ont fermé leur cabinet du jour au lendemain par peur de la Covid, parce qu'ils voulaient se confiner comme tout le monde, etc. Sans doute. Et du coup, la médecine générale, elle a dû assumer seule, en premier recours, avec les urgences, pour les premiers malades qui arrivaient, et sans pouvoir accéder à de la médecine spécialisée. Alors évidemment, quand il y a eu le confinement, les malades qui n'étaient pas Covid, eh bien eux, il n'y avait plus de soins pour eux. Donc je pense aux malades chroniques, je pense aux gens qui ont des cancers, qui n'ont pas pu être traités à temps en termes thérapeutiques, et également le confinement a fait que beaucoup de malades chroniques se sont retrouvés confinés chez eux, ou beaucoup de patients, et n'ont pas pu pouvoir accéder à des examens diagnostiques
Et pendant la période du printemps, je pense qu'on est passé à côté de malades non Covid et de cancers notamment qui ont pu flamber pendant le printemps. Moi, j'ai des cas dans ma patientèle de gens qui sont morts à l'été 2020 de cancer, faute de soins, faute de diagnostic, à cause du confinement forcé généralisé. Pourquoi ? Parce que l'État a décidé de confiner une fois que le virus a essaimé un peu partout. Il n'avait plus que ce choix-là, puisque en amont, il était incapable d'apporter le matériel humain et matériel technique nécessaire pour casser les chaînes de contamination virale. Dans notre cabinet de médecine générale, on a essayé de s'organiser au niveau du secrétariat, on a une secrétaire, au niveau de l'enseignement, des stagiaires qui viennent faire des stages pratiques, on accueille les internes et les externes en stage pour transmettre le métier. Et on les a mis au secrétariat parce qu'on avait beaucoup d'appels, parce qu'avec le confinement, on a eu assez peu de consultations finalement. On a eu beaucoup d'appels, donc on a privilégié le temps de secrétariat. Heureusement, dans notre cabinet de groupe, on a une infirmière de pratique avancée ça s'appelle le système Azalée, qui a été mis en place par des médecins généralistes des Deux-Sèvres, donc à partir de la base, et qui a été étendu à l'ensemble du territoire. Donc c'est un système qui est alternatif, qui marche assez bien, où les infirmières viennent dans les cabinets libéraux, elles sont payées par l'assurance maladie et elles font de l'éducation à la santé. Et là, on les a reconverties à faire du téléphone pour rappeler les gens qui étaient malades du Covid, puisque les gens pouvaient s'aggraver entre J7 et J10 après les premiers symptômes. Et donc cette infirmière s'est chargée de rappeler les malades Covid positifs entre J7 et J10 pour voir comment ils allaient, s'ils nécessitaient des soins, de l'oxygène, un transfert à l'hôpital ou une consultation chez nous. Et donc si vous voulez, on a reçu en même temps plein de mails des autorités ARS, Santé publique France, etc. Et il y avait en même temps, comme les recommandations changeaient de manière quasi quotidienne, eh bien il a été nécessaire qu'on mette en place une veille bibliographique, si vous voulez. Donc on le faisait un petit peu de manière informelle. Mais si vous voulez, nous, on n'a pas eu besoin forcément de tout ça, parce qu'on sait comment faire, c'est-à-dire on savait comment se protéger du virus, enlever les chaises de la salle d'attente, enlever les revues. Ce qui nous a beaucoup gêné, c'est que c'était un virus qui était potentiellement mortel pour le tout venant, sans forcément chez des personnes qui n'étaient pas forcément malades avant. Et effectivement, ça nous a fait un peu peur, y compris pour nous. Et ce qui nous faisait peur, c'est qu'on n'avait pas le matériel, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel hydroalcoolique, il n'y avait même pas de thermomètre. Et sur le marché, il n'y avait même plus de caméra pour faire des téléconsultations. Donc moi, j'ai essayé de chercher une caméra, j'en ai pas trouvé. C'est une patiente qui m'en a donné une pour faire de la téléconsultation. Donc, vous voyez, on était assez démunis au printemps et ça nous a fait flipper, ça nous a pris beaucoup d'énergie. En avril, on a pu se prendre chacun une semaine de vacances puisqu'on est un cabinet de groupe de 7 médecins généralistes. Et ça nous a été bien utile parce qu'on était vraiment épuisés, même si on n'a pas eu beaucoup de malades, mais on était fatigués de cette nouvelle organisation et du fait qu'on n'avait pas de moyens. On a été obligés nos patients nous ont fabriqué des masques en tissu. Vous voyez, ça a été vraiment le système D, la démerde, pour qu'on ait des moyens matériels suffisants pour se protéger. Nos patients ont fait des masques en tissu. Notre pharmacien a fait du gel hydroalcoolique artisanal puisqu'il y a eu une rupture de stock. Évidemment, Jean en a parlé au niveau des lits hospitaliers, mais notre économie vit à flux tendu. L'État néolibéral a décidé de supprimer tous les stocks dans de nombreux domaines, ce qui fait que quand arrive une crise sanitaire, eh bien, on est dans l'incapacité de se protéger. Et donc, on a été obligé de se démerder nous-mêmes. Et finalement, on a tenu jusqu'à présent. Et maintenant qu'on a un peu plus de matériel, on tient tant bien que mal. Et on n'a pas attendu que Jérôme Salomon et Katia Julienne de la DGS nous dictent ce que nous avions à faire. Nous savions ce que nous avions à faire, mais nous sentions démunis par le manque de moyens que l'État était incapable de nous apporter, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu les problèmes qu'on a eus. Et encore une fois, l'État était incapable de gérer à la fois cette pandémie, ils ont géré la pénurie, et en même temps, ils ont été incapables de prendre en charge, l'État, je dis l'État, les institutions en général, de mettre les moyens pour prendre en charge les patients qui avaient besoin de soins, mais qui n'étaient pas atteints du Covid, quoi. Donc
ça a été vraiment très problématique. Je pense aux cancéreux, mais il y a aussi tous les malades psychiatriques qui ont eu beaucoup de difficultés avec ce premier confinement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce que vous avez réussi à faire dans votre cabinet, finalement c'est un peu exceptionnel, ou que c'est assez généralisé finalement la façon dont il a fallu assumer Je sais pas. Je peux pas dire parce que on est minoritaire en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a très très peu de généralistes d'abord qui font de l'enseignement. Oui, mais vous parlez d'un besoin de coordination quand même. Hein. Donc, vous voyez, on est quand même minoritaire dans le paysage de la médecine générale de ville, ambulatoire, que ce soit la ville ou la campagne. Mais on résiste. Et si vous voulez, il y a aussi d'autres structures plus collectives qui ont émergé ces derniers temps, comme des maisons de santé de proximité. Il y en a à Toulouse, en région parisienne, à Strasbourg ou à Marseille. Et si vous voulez, c'est une médecine alternative qui essaye de travailler de manière collective avec d'autres soignants, avec pour certains cabinets ou maisons de santé, des associations d'usagers qui sont partie prenante de l'élaboration de la maison de santé. Donc nous, on est un petit peu intermédiaire dans notre cabinet libéral entre une médecine libérale à l'acte pur et dur qui fonctionne de manière individualiste, voire corporatiste, et les maisons de santé. Donc on est un peu dans l'entre-deux, si vous voulez. Je ne pense pas qu'on soit représentatif de l'ensemble de la médecine libérale. Et je dois dire que cette médecine libérale est en échec à faire de la santé publique, puisque on a vu beaucoup de cabinets, notamment de spécialistes en libéral, fermés du jour au lendemain avec cette crise pandémique. C'est-à-dire que la médecine ambulatoire est incapable, n'est pas assez coordonnée, et c'est un vrai chantier pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il va falloir que cette médecine s'organise, qu'on mette un peu de collectif dans cette médecine-là, mais quand vous avez des politiques et des syndicats libéraux de médecins qui ont freiné des cas de fer pour mettre en place une médecine un peu plus collective depuis des années et des années, eh bien, on récolte, si vous voulez, les pots cassés aujourd'hui à l'occasion de cette crise pandémique qui révèle les insuffisances de l'organisation de la médecine libérale. Et je voudrais juste rajouter que, et c'est pas moi qui le dis, c'est Axel Kahn qui est à la Ligue, un médecin généticien qui est à la Ligue contre le cancer, qui dit que après la première vague, il espérait que des dispositifs seraient mis en place qui permettraient, lors de la seconde vague, de certes soigner les formes graves de Covid, mais aussi d'assurer la continuité des soins pour des personnes souffrant d'affections plus graves. Eh ben, ça n'a pas été le cas, quoi. Donc lui, il dit carrément que la démocratie en santé a été maltraitée dans l'urgence de la situation épidémique. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu un conseil scientifique, mais on n'a pas vu de juriste, on n'a pas vu de citoyen aider à la prise de décision politique. Donc voilà, je crois que vous parlez de santé publique dans votre introduction. Je pense qu'il n'y a pas ou très peu de politique de santé publique dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a laissé la médecine depuis des années, depuis l'après-guerre d'ailleurs, on a laissé la médecine libérale s'organiser comme elle voulait, hein, avec la libre installation, la libre prescription, la liberté tarifaire. C'est la charte des syndicats libéraux de médecins. On a laissé ce système-là se mettre en place et on se retrouve avec des pandémies graves. Et cette médecine-là, elle est incapable, en échec, pour prendre en charge la majorité des patients. Donc, va falloir remettre en cause notre propre système de soins en médecine ambulatoire. Et est-ce que les médecins, d'une manière générale, réagissent par rapport à cette informatisation et ce contrôle? Oui, ben, ce que je vous disais, c'est que c'était venu d'en bas. Par exemple, le système d'infirmières de pratique avancée, c'est venu d'en bas. Et ça a été repris par les autorités. Alors c'est vrai qu'il y a la loi qui a mis en place les communautés professionnelles de territoire de santé, donc il faut voir ce que ça va donner. Si les élus, si les soignants et si la population ne s'en mêlent pas, ça risque d'être détourné par le monde libéral et par le monde à but lucratif. Et donc il va falloir que les gens s'emparent de ça, mais c'est vrai que comme ça vient d'en haut, ça peut aussi tomber à l'eau. Et moi, je mise plutôt sur l'organisation au niveau de la base
par les soignants eux-mêmes dans leur propre pratique. Voilà, il faut que ça parte de la base, sinon ça risque de ne pas aboutir. Est-ce que vous pourriez dire aussi quelque chose à propos du fait que les soins liés au Covid ont été rétribués de façon... il y a eu, disons, une espèce de bonus pour les médecins. J'ai lu un des articles dans le numéro 2, je crois, vraiment de remise en cause de ce système qui, effectivement, paraît s'inscrire complètement dans une logique mercantile, comme si, effectivement, les médecins, pour soigner, devaient avoir forcément un incitatif financier. Depuis plusieurs années, il y a une prime à la performance qui est donnée aux médecins. C'est une forme de 13e mois qui, en fait, ça s'appelle la rémunération sur objectif de santé publique, mais en fait, il s'agit simplement de rentrer de manière informatique chaque année des critères médico-économiques qui ont en partie liés aux soins et à la santé publique, mais pas complètement. C'est-à-dire par exemple, on va vous donner, il va falloir rentrer des items, même si vous mentez, vous pouvez rentrer, par exemple, le taux d'hémoglobine glyquée pour votre patientèle diabétique ou les indices de masse corporelle pour les patients obèses, etc. Et finalement, on oriente la santé vers une sorte de prime comme ça aux soins voilà, c'est une incitation financière qui résout rien en fait. Et là, par exemple, pour le Covid, on a fait ce qu'on appelle le contact tracing, c'est-à-dire sur une base informatique non anonymisée, qui en principe devrait être détruite dans les 3 mois, mais bon, on ne sait pas trop. On doit rentrer le patient malade et ses contacts et même en dehors de la famille. Et plus tu rentres de données informatiques, plus tu es payé par ta prime. Hein. En gros, je schématise, mais c'est un peu ça. Et donc du coup, d'abord, les autorités ne se sont pas appuyées sur une loi de santé publique qui existe depuis le 19e siècle qui permet de recenser les maladies chroniques comme la tuberculose ou d'autres maladies graves, qui est un recensement épidémiologique qui est anonymisé et qui s'appuie sur des équipes de recensement de santé publique. Là, en urgence, l'assurance maladie a embauché ses salariés pour faire ce recueil contact tracing, mais on voit bien qu'au-delà de je crois, 5000 contaminations par jour en France, ils sont complètement débordés, ils n'arrivent plus, au-delà d'un certain nombre de contaminations, ils n'arrivent plus à faire ce recensement épidémiologique, d'où le confinement forcé généralisé décrété par les autorités. Donc on voit bien que l'État et l'assurance maladie n'ont pas les moyens de faire un recensement digne de son nom, anonymisé, qui permet de maintenir les libertés publiques. Et on a permis aux généralistes lors du déconfinement de faire ce contact tracing, mais de manière complètement dans l'urgence, sans s'organiser vraiment. Et finalement, nous, on a bien d'autres choses à faire que de passer notre journée à faire de l'informatique au cabinet. Hein. Donc, si on suit les consignes de l'assurance maladie, on passe plus de temps à faire de l'informatique qu'à soigner nos patients, vous voyez. Donc, c'est ça le problème. Et les médecins sont pas les mieux à même de faire du recensement épidémiologique. Il faut embaucher, il faut créer d'autres métiers en santé publique pour faire ce recensement. Il y a les infirmiers, il peut y avoir des techniciens, des logisticiens qui fassent ce travail. Donc pourquoi faire reporter à des médecins généralistes qui sont déjà débordés ce travail de recensement épidémiologique? Il y a un problème là. Donc voilà, c'est mon point de vue et je crois que si vous voulez, la révolution numérique est complètement passée à côté des problèmes de santé publique, quoi. On passe à côté. C'est un outil, c'est pas un but en soi. Et l'assurance maladie en fait un but en soi. L'outil informatique devient vraiment une manière aussi de contrôler, de faire un contrôle social à la fois des médecins et des patients. Donc ça, c'est assez dangereux en termes de liberté. Et la question n'est pas prise en charge. Toutes ces questions ne sont pas questionnées, si j'ose dire, y compris dans le cadre syndical.
Non, assez peu, ils sont épuisés et puis ils n'ont pas de parole politique claire là-dessus, quoi. Au contraire, un syndicat comme MG France, par exemple, a revendiqué d'être payé à la prime, y compris pour les cas contacts Covid négatifs. Hein. Donc vous voyez, quelqu'un qui a un test PCR nasal négatif, qui n'est pas malade, eh bien, le médecin généraliste va passer quelques secondes pour rentrer la donnée biologique dans le dossier du malade et terminé, quoi. Ce sera même pas une consultation et il réclame de l'argent pour ça. Donc c'est quand même hallucinant, quoi. Donc si vous voulez, c'est plus on en donne aux médecins et plus ils en veulent, quoi. Donc c'est pas un système qui est fiable. Et plus on en donne aux médecins par une prime et plus ils s'écartent des principes qui ont présidé à leur engagement dans le soin, c'est-à-dire des principes comment dire, de soins aux autres, de solidarité, d'empathie, voilà, d'engagement collectif. Et voilà, on les éloigne de ce qui devrait faire, du moteur qui devrait les guider dans leur pratique quotidienne, quoi. C'est pour ça que beaucoup de médecins généralistes s'en vont parce qu'ils sont dégoûtés du système quelque part. Hein. Ils sont à la fois épuisés par une pratique à l'acte qui est chronophage et qui leur prend beaucoup de temps, et en même temps par ce système informatique qui détruit le travail et qui est psychiquement, c'est très difficile d'être comme ça, un petit peu pieds et poings liés, un système d'informatique qui entraîne des troubles psychopathologiques, je dirais presque, hein, dans pas mal de métiers aussi, hein. Et non seulement en plus des troubles musculo-squelettiques, hein, si on passe des heures et des heures avec la souris et l'ordinateur, on est fatigué, on a mal aux coudes, aux bras, aux tendons, etc., quoi. Donc on est des travailleurs comme les autres et on peut être fatigué par tout ce système. Alors là, je vais peut-être laisser parler Jean. Oui, moi je ne vais pas parler de la médecine libérale, mais au niveau syndical, ce qu'on revendique, qu'on revendique toujours, c'est une organisation plus démocratique des soins. C'est-à-dire que ça a été esquissé par Patrick quand il parle des maisons médicales. Là, il faut faire un distinguo entre des maisons médicales privées, qui sont des regroupements de médecins. Ah, on m'entend plus, Jean? François, tu peux peut-être reprendre. Moi, je pense que tout ça, ça pose la question. De lits, de services, ou avec le vieillissement de la population. Il y a eu une coupure? Oui. Profites-en, continue. Alors, reprends, si tu veux bien, reprends dès le départ. Oui. Non, parce que ce qu'a esquissé Patrick à travers les maisons médicales, il y a plusieurs sortes de maisons médicales. Il y a le modèle qu'on défend, c'est le modèle ancien, un peu des dispensaires, avec de la médecine salariée, avec du temps pour faire autre chose que de la consultation, pour s'occuper de la demande de soins globale d'une population concernée, avec des prises de décision plus démocratiques, où interviennent les personnels, les élus et les usagers. Nous, on défend un peu cette vision-là de l'organisation des soins, qui a été mise à mal par ces 30 années qu'on a vécu sur l'industrialisation des soins, et avec la création de déserts médicaux. Il y a des régions de France, il y a 3 villes de 15 000 habitants autour de chez moi, les 2 tiers des médecins sont partis à la retraite. Donc, il y a un effet domaine pour le gouvernement et pour le ministère aujourd'hui, parce que ça fait longtemps aussi qu'ils voulaient développer la téléconsultation, les cabines de téléconsultation, etc. Et au lieu effectivement de s'engager vers une meilleure organisation des soins et vers une politique de formation nécessaire aujourd'hui pour permettre de combler ces déserts médicaux, on bascule vers de la téléconsultation, vers du numérique, vers toutes ces questions-là. Il y a aussi un autre effet qui a joué, c'est que malgré la communication des différents gouvernements en disant mais non, on n'a pas réduit le nombre de personnel dans la santé, etc. À côté de ça, il y a eu une croissance démographique. C'est-à-dire que la population a cru et on est toujours aussi peu nombreux au fur et à mesure que le temps passe pour répondre à la demande de soins. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a, avec les comités de défense des hôpitaux de proximité,
avec les autres organisations, associations de patients, etc., qu'on se bat effectivement pour dénoncer le fait que l'offre de soins s'éloigne de plus en plus des citoyens par rapport à la capacité à les accueillir. Je prends l'exemple d'un département à côté de chez moi, qui est le Gers. En gros, sur 6 hôpitaux de proximité qui existaient, il n'en reste plus que 2. Tout le reste est à renvoyer sur Toulouse, vers le sud de Toulouse. Il y a des spécialités qui disparaissent dans certains départements. Il y a des départements où il n'y a plus qu'une seule maternité. Il y a des départements où il n'y a plus de cardio, où il faut aller vers le CHU et le centre hospitalier universitaire, qui est à 100 ou 120 km, etc. Donc, c'était la politique du Big is Beautiful. Et petit à petit, on a fermé tous ces moyens-là. Donc, effectivement, nous, ce qu'on défend, c'est une autre vision de la santé. Il y a beaucoup, je pense que ça, Patrick est au courant aussi, aujourd'hui d'internes et de médecins en formation qui seraient plus enclins à s'orienter vers une médecine salariée, avec des regroupements de médecins, mais pas que, avec des centres de santé où on retrouve effectivement médecins, mais assistants sociaux, infirmiers, kinés, des centres pluriprofessionnels, mais qui sont au service de la population. Ça fait partie des objectifs que nous essayons de défendre. Mais bon, je pense que la grande majorité des syndicats de médecins sont des ultra-libéraux qui se battent même contre la Sécu. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu l'affaiblissement de la sécurité sociale. On a esquissé avec la mise en place des complémentaires en santé privée, mais qui joue aussi là derrière. Alors, ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est qu'au lieu de prendre des décisions cohérentes pour dire, ce qui nous est arrivé là, on en tire une leçon politique, plus jamais ça, on va repenser effectivement et revenir à un système de soins coordonnés au service de la population. Non, c'est exactement l'inverse qui se produit. On développe de plus en plus le numérique. Alors, il y a des régions maintenant où ils font de la formation ultra rapide avec des aides-soignants qui sont formés en 3 semaines. Pourquoi pas bientôt, ils vont former des infirmiers en 1 an et demi, 2 ans, des infirmiers spécialisés, réanimation, etc. en 6 mois. Enfin, au lieu de tirer la leçon de ce qui se passe, et ça c'est quand même typique, c'est criant dans cette crise, c'est-à-dire qu'on l'a appelé, le président a appelé ça une guerre, donc il se donne les moyens de guerre. Non, ça n'a rien à voir avec une guerre. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de se battre avec une pénurie organisée, mais les moyens qu'on donne sont des moyens qui vont affaiblir encore plus au niveau du professionnalisme et de la formation ce qu'on est capable de déployer au service de la population. Ça, c'est totalement dramatique. On a suivi, mais ça l'entend aussi, des critères qui étaient développés en Grande-Bretagne, etc., vers l'automédication des patients. Ça a été un des maîtres mots aussi du ministère. Ils ont développé ce genre de choses, et ça, avec des effets qui sont catastrophiques, effectivement, au niveau des gens. Donc, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que on voit des politiques qui ne prennent pas des décisions politiques, c'est-à-dire repenser politiquement l'organisation des soins pour mettre une organisation des soins au service de la population. Non, ils continuent leur politique ultralibérale et ils cassent de plus en plus les collectifs. Anne, tu demandes la parole. Oui, c'est parce que je voudrais aussi qu'on parle, Françoise peut-être pourra nous en parler, de la densification aussi du travail, parce que ce qu'on ne dit pas, ce qui a amené aussi ce qu'on appelle le burn-out, mais qui est en fait un épuisement psychique et physique des soignants, c'est que cette évolution, elle a fait que dans les hôpitaux maintenant, contrairement à ce qui existait quand moi j'étais plus jeune, comme le disait tout à l'heure Jean, c'est pas seulement qu'on avait des lits libres. Moi, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on court après les lits, parce qu'on en a quand même fermé 100 000. 100 000, c'est énorme. Et ça aboutit à ce que dans les lits, il n'y ait plus que des gens très lourds. C'est-à-dire qu'avant, moi, quand j'ai commencé, on avait des gens qui étaient en cours de diagnostic, on avait des gens qui étaient en cours de maladie, on avait des gens qui étaient en cours de résolution de leurs problèmes. Maintenant, on n'a plus que des gens aigus.
C'est-à-dire tout va très très vite, donc les soignants n'ont même plus le temps de faire ce qui est leur travail, c'est-à-dire d'accompagner non seulement les problèmes autour du diagnostic et de la découverte de problèmes souvent graves, mais ils n'ont plus le temps d'accompagner les gens dans la durée, puisque tout doit aller très vite. On veut de l'ambulatoire, donc grosso modo des garages dans lesquels on vient réparer quelque chose et après on se débrouille. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un sentiment de perte de sens des métiers des soignants. Et ça, je trouve que pour moi, c'est bien plus grave encore que la crise politique, enfin, je veux dire, la généralisation des difficultés d'accès aux soins, c'est-à-dire que les soignants vont disparaître parce que s'ils ne peuvent pas trouver du sens à ce qu'ils font, ils vont pas pouvoir supporter les effets délétères de fréquenter tout le temps la souffrance, la misère, la mort. Ce sont des choses très difficiles à métaboliser pour chacun de nous. Et ce que me fait craindre à moi, cette crise beaucoup plus profonde, enfin pas beaucoup plus profonde, mais qui est à un autre niveau en fait, cette crise du sens des métiers, c'est qu'ils vont disparaître parce que personne ne va affronter tout ça pour si peu de bénéfices. Puisque d'abord les soignants globalement, à part les médecins, quand même, il faut bien le souligner, ils viennent pas aux soins pour des raisons financières et des raisons parce qu'ils sont très mal payés. Donc ils y viennent parce que ils mettent du sens à être au service, pas forcément au service des autres, mais en tout cas pour aider, quoi. Ils viennent dans le soin pour aider. Donc si effectivement ils n'ont plus ce retour, en fait, des patients qui ne peuvent pas leur retourner la guérison, nous on connaît pas, on les voit pas. Parce que maintenant ça va tellement vite, on a les gens dans le moment de leur crise, dans leur pathologie, etc. Et quand ils vont mieux, on les voit plus. C'est-à-dire que le soignant n'affronte plus que les moments de crise. Et c'est trop dur, c'est trop lourd, et c'est pas assez, il n'y a pas de retour suffisant pour que ça les construise. Donc, à force de donner, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il y a un moment où la plus belle fille du monde, elle n'a plus rien à donner. Et c'est ça, je pense, pour moi, qui est le plus flagrant et qui me pèse le plus, c'est de voir à quel point, finalement, on a dégradé ces métiers qui, bon an, mal an, on n'arrive plus à remplir les écoles d'aides-soignants et d'infirmières. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. C'est des métiers qui attirent beaucoup. Et même si les conditions de travail sont pas bonnes, c'était des métiers qui attiraient beaucoup. Ça n'est plus le cas. Bon, je ne vais pas continuer. François, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette crise des contenus, si tu veux bien. En fait, tu as déjà tout dit. Mais moi, ce que je trouve, c'est... je vais revenir sur comment ça se passe. Mais il me semble que depuis très très longtemps, en fait, déjà dans les début des années 80, je ne me rappelle plus, Antoinette Chauvenet avait fait un papier où c'était infirmière technicienne ou travailleur social. Et en fait, on est toujours dans ça, sauf que toute l'organisation a conduit à faire de plus en plus du soin une affaire technique seulement. Et je pense que c'est ça le gros problème, c'est qu'on fait du soin une affaire technique. Pourquoi ? Parce que là, tu as parlé de l'évolution du travail dans les services, mais effectivement, le gros problème, c'est la question de la temporalité. En fait, on a eu de cesse de faire baisser la durée moyenne de séjour dans toutes les disciplines. Depuis au moins 10 ans, on ne peut faire que de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire on peut faire que des passages rapides. L'hôpital devient un plateau technique, c'est seulement ça, et on ressort les gens le plus vite possible. Au début, moi j'ai travaillé un peu sur la chirurgie ambulatoire. Au début, il y avait des critères d'inclusion très limitatifs. En fait, on prenait pas de personnes âgées, on prenait pas ceci, on prenait pas cela. Et depuis quelque temps, en fait, il faut au contraire inclure le plus possible, parce qu'on va être capable de le faire. Sauf que, par exemple, moi j'ai vu des parents dans un service de pédiatrie, on fait une intervention à un bébé et on renvoie les parents avec leur bébé à la fin de l'intervention. On leur dit vous revenez s'il pleure, s'il a des problèmes. Et les parents, c'est le premier enfant, ils savent déjà pas comment faire quand il y a rien. Alors là, ils disent mais oui, mais comment on va reconnaître si l'enfant pleure ?
parce qu'il a un vrai problème ou si c'est juste comme d'habitude. Voilà. Donc, en fait, on crée des parents complètement stressés qui savent plus comment faire avec l'offre de soins. C'est absolument insupportable. Les infirmières supportent pas de voir partir les parents comme ça. En fait, on ne prend en compte que l'acte technique. On ne regarde pas ce qui se passe en fait quand on soigne, quand on prend soin des gens. Bon, ça et le fait que la durée moyenne de séjour baisse, on ne prend en compte dans l'organisation des soins, dans le personnel qu'on affecte dans les services, etc. On ne compte que ce qui est nécessaire pour l'acte. On ne compte pas ce qu'on fait en faisant, en fait, le soin, c'est-à-dire le souci de la personne, se prendre en compte ses angoisses. On le voit par exemple, quelquefois, on va il y a des gens qui arrivent qui sont tellement stressés qu'en fait, il faut prendre d'abord du temps pour essayer de leur expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, pour les calmer. Sinon, les gens vont mal se réveiller. Enfin, il y a plein de problèmes qui se posent parce que on ne donne plus aux soignants ni à la personne qui vient d'ailleurs le temps de se mettre dans ce qui va se passer, le temps d'accompagner, etc. Donc, comme dit Anne, en fait, avec ce nouveau critère qui dirige tout, c'est-à-dire l'industrialisation et le temps, puisque la productivité, c'est aussi le temps passé pour produire. Donc, en fait, le nouveau modèle, c'est un temps de plus en plus court. Donc, les gens, effectivement, les soignants sont avec des patients à qui il faut apporter les mêmes soins au même moment. Alors qu'avant, effectivement, quand les gens restaient plusieurs jours, il y a des gens qui étaient au jour de l'intervention, des gens qui étaient déjà là depuis 2-3 jours, donc en fait, ils avaient besoin d'un peu moins d'attention, d'un peu moins de soins, et du coup, on pouvait passer plus de temps avec les gens qui, eux, avaient un besoin, que ça soit juste lié à l'intervention ou à d'autres problèmes, parce que les gens, ils viennent à l'hôpital avec leurs problèmes aussi. Donc, ils peuvent être perturbés même pendant les soins, parce que, je sais pas, ils apprennent, je me souviens d'une personne qui apprend que sa fille a été violée, bon, ça perturbe, et voilà, on n'est plus, enfin, donc, les soignants courent d'un patient à l'autre simplement parce qu'ils n'ont plus le temps de les accompagner. Et ils savent qu'ils sont en train de maltraiter leur personnel, leurs patients. Et c'est ça aussi qui est très délétère. C'est que ils savent qu'ils ne font plus les soins avec l'hygiène requise. Par exemple, même avant la Covid, ils le disaient déjà. On n'a plus le temps d'aller se laver les mains en passant d'un patient à l'autre. Et on sait qu'on fait pas bien. Donc, c'est très pénible de savoir qu'on est en train de faire un mauvais travail. L'idéal, ce serait quand même de pouvoir être content de faire un beau travail. Donc, voilà, c'est ça aussi qui se produit. Et avec l'augmentation des protocoles, en fait, on considère que le travail, il est contrôlé avant, ex ante. Quand on regarde le parcours du patient, par exemple, c'est pas du tout le parcours du patient, c'est le parcours de l'acte. C'est ce qu'il faut pour faire l'acte. C'est pas le parcours du patient, c'est-à-dire le patient, ce qu'il appréhende, ce qu'il supporte, ce qui le déstabilise. Et puis, en fait, on fait croire parce que comme dans la production, on fait croire que c'est linéaire, alors que les choses ne sont rarement que linéaires. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ça qui produit, qui fait que les gens ne sont plus habitués à parler du travail, à parler de ce qu'ils ressentent ou comment ils pensent leur travail. Voilà. Bon, mais je pense que Georges peut parler un petit peu de tout ce côté un petit peu réflexif, psychique, etc. Alors, je voulais dire bonsoir aux auditeurs de Radio Fréquence Plurielle. Ils sont nombreux à nous écouter. Merci Nicole pour ton hospitalité. Alors, mon sentiment à moi, alors moi-même, je suis un vieux psychiatre usé. Donc, j'ai 66 ans, je suis à Strasbourg. On n'est quasiment plus en France à Strasbourg, hein, d'une certaine manière, du fait de l'histoire compliquée. On est en Europe, en fait. Ça, c'est intéressant. Hein. On n'est pas en France, on est en Europe. On est dans le monde. Et moi, j'ai trouvé que cette épidémie était une alliée. Parce que elle met en lumière nos fragilités et nos forces.
de manière générale. Donc moi, je suis en libéral, hein, je suis psychiatre libéral. Et je me suis rendu compte de tout ce qu'elle avait mis en lumière des forces vives de la nation, des capacités des uns et des autres à résister, à créer, mais comme si on ne pouvait résister et créer qu'en situation d'urgence. Comme si, en fait, dans la vie normale, ces dispositifs qu'on a mis en place n'avaient plus de sens. Comme si, alors moi, quand j'étais petit à la fac de médecine, on m'avait dit, en médecine, il y a quasiment pas d'urgence, il y a que des médecins pressés. Donc, notre société, c'est une société pressée d'aller à la mort. Et de mon point de vue, elle ne respecte pas la vie. Et dans le domaine du soin, comme on le disait les uns et les autres, ce qui m'a toujours touché, c'est que ceux qui portaient le soin dans les hôpitaux, dans les pratiques quotidiennes, c'était ceux qui étaient le moins bien payés, le moins bien reconnus par la société. Et pourtant, c'est comme si on voulait faire du mal à la grâce, à la qualité d'accueil, à la qualité de sensibilité. Et c'est comme si, du côté de la technique, elle devait l'emporter et faire fonction de vérité. Alors, dans mon travail personnel, la pratique, on le partage. C'est lié à cette matrice du nazisme à laquelle on est très sensible ici en Alsace. On a beaucoup payé par le sang et par les larmes les conflits très cons entre l'Allemagne et la France. Et on a vu comment les peuples étaient les victimes des décisions des gouvernants. Et donc, ici, il y a une sensibilité à la paix aussi, il y a une sensibilité à l'expérience. Donc, moi, ce sur quoi j'insiste, c'est le fait que du côté des soignants, on n'est pas unifié. C'est-à-dire que quand un médecin spécialiste travaille, il est convaincu qu'il est le centre du monde et que sa parole est une parole de vérité et que les collègues qui constituent le corps de l'accompagnement, quand on a un patient, et moi je m'intéresse beaucoup aux patients marginalisés, on se rend compte que quand ces gens sont les bienvenus dans nos cabinets, quand la porte est ouverte de manière inconditionnelle avec le tiers payant ou gratuitement si jamais il n'y a pas de soutien de la Sécu, on gagne un temps fou. C'est de ce côté-là que moi j'irai. J'irai du côté de la mutualisation de l'accueil et de la reconnaissance par les soignants de la qualité équipotentielle de cette capacité à, non pas à guérir, on ne guérit pas en médecine à mon avis, surtout pas en psychiatrie, mais à accueillir. Et la capacité d'accueillir, elle n'est pas, on ne l'apprend pas, mais on l'expérimente sur le terrain. Et la Covid, c'est un terrain d'expérimentation formidable parce que ça peut nous préparer aux prochaines épidémies qui nous pendent au nez. Et en fait, on ne veut pas retenir la leçon parce que ce qui nous intéresse dans le système général où on vit, c'est la productivité, c'est des GAFA qu'on remercie au passage. C'est grâce aux GAFA qu'on peut parler à distance les uns avec les autres. Donc il y a des côtés positifs aussi. Il y a cette à ce matérialisme, à cette distanciation et au fait que la mort et la souffrance sont devenues scandaleuses. Donc, je disais à mes collègues de pratique que la dernière de mes libertés, ça sera de choisir ma mort. Je voulais juste rebondir sur un peu ce que disait Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire que l'organisation à laquelle je participais, je suis retraité maintenant, notre avant-dernier congrès à Sud avait été consacré à la perte du sens du soin. C'est-à-dire qu'il y avait une crise fondamentale dans l'ensemble de nos professions sur, comme on disait, personnel maltraité. Ça aboutit effectivement à ce que les patients soient mal accueillis, on n'est pas considéré. Chaque fois qu'on essaye de revendiquer sur une meilleure qualité de soins, on se fait renvoyer des cabinets d'audit qui nous disent vous savez pas vous organiser, donc effectivement c'est toujours de votre faute, etc.
et la perte du temps d'élaboration collective. Ce qui fait on aboutit à une situation où, en gros, la moyenne de durée d'exercice d'une infirmière n'excède pas 10 ans en moyenne sur l'ensemble. Donc, on prend 3 ans de formation pour derrière 10 ans d'exercice. C'est un gâchis social et humain total, parce que on sait très bien que avec le temps et l'expérience, on devient aussi plus performant et plus pertinent. Sauf qu'on devient aussi plus difficile à gérer en tant que ressources humaines dans une vision industrielle, et que là, on a aussi tendance à ouvrir notre gueule et qu'on se fait réprimer. Mais donc, on avait commencé à constater une fuite de professionnels qui partaient faire totalement autre chose, soit vers de l'associatif, soit vers des études universitaires, pour quitter la profession par déception de la façon dont on pouvait exercer nos métiers. Sauf qu'aujourd'hui se rajoute une autre crise, c'est-à-dire que depuis le mois de juin, on constate qu'il y a de plus en plus de professionnels qui quittent le métier. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plus du tout les moyens, effectivement, humains pour faire face à la situation. Et cette crise a été constatée dans nombre d'hôpitaux. C'est ce qui nous remonte au niveau des syndicats départementaux. Oui, Anne. Non, c'est parce que Eva vient de nous rejoindre. Elle a très peu de temps parce qu'elle est jeune. Merci de me donner la parole. Je suis désolée effectivement de ne pas pouvoir honorer l'invitation de manière un peu plus, un peu plus longue. Je vous ai rejoint pendant l'intervention de Georges en fait sur l'accueil et ce que j'ai compris c'est la mutualisation des compétences et l'harmonisation de la prise en charge parce que effectivement on segmente sur des domaines de spécialité plus ou moins rattachés à des organes qui n'ont à mon sens finalement pas beaucoup de sens en fait dans le soin, enfin en tout cas sur une prise en charge un peu plus holistique et globale. Alors, mon intervention sur peut-être comment la crise du Covid a été un révélateur de l'incompétence de la médecine libérale à faire correctement du soin. Et je suis peut-être un peu dure, mais je pense qu'il y a une profonde contradiction entre l'organisation libérale des soins et la santé publique, au sens où il y a un conflit d'intérêts majeur en fait qu'on peut nier parce que effectivement je pense aussi que tous les soignants quel que soit leur mode d'exercice libéral ou salarié ou sont avant tout des soignants et dédient leur énergie et leur travail aux soins pour vraiment l'essentiel d'entre eux, ça j'en suis convaincue. Sauf que l'organisation libérale des soins impose en fait aux soignants des considérations qui peuvent aller parfois à l'encontre en fait de l'intérêt du patient et de la santé. Et en quoi la crise du Covid a illustré ça je m'explique. En médecine de ville libérale, il est apparu finalement à un moment donné des propositions d'organisation collective de prise en charge des patients pendant la période, pendant le printemps. Au plus fort de l'épidémie, c'est-à-dire ce qui a pu être appelé des centres Covid, des lieux en fait vers lesquels tous les patients suspects Covid pouvaient être réorientés et être accueillis par des soignants qui pouvaient être correctement protégés avec le matériel qui était à ce moment-là très rationné et très limité. Il y a certains endroits où ces centres ont vu le jour, souvent sous l'impulsion de soignants, mais aussi de politiques en fait, et de collectivités locales, pas toujours à la demande des soignants d'ailleurs, ou en tout cas pas à la majorité des soignants. Et il y a des endroits où ces centres n'ont pas vu le jour malgré des propositions. Alors là où moi j'exerce, il n'y a pas eu du tout de possibilité de mettre en route ce type de lieu. Et à la proposition, la première réponse pouvait être vous comprenez, nos patients, nous les connaissons, c'est plus simple de maintenir les prises en charge au sein des cabinets parce qu'on a la connaissance des patients, de leurs antécédents, etc.
Et à la deuxième réponse, c'était, vous comprenez, en cette période, on a déjà une fuite massive des patients des cabinets, avec une baisse de l'activité conséquente, et donc on ne va pas en plus réorienter les seuls patients qu'on est amené à voir. Sous-entendu, le peu d'actes qu'on est amené à faire et donc à côté pour être rémunéré, on ne va pas s'en passer. Voilà. Dans les lieux où les centres Covid ont vu le jour, il y a probablement eu des expériences très efficaces et performantes. Et moi, j'ai eu aussi l'écho dans mon département, de centres qui étaient déserts parce que en fait, les professionnels libéraux du secteur ne jouaient pas le jeu et ne réorientaient pas leurs patients. Donc finalement, plutôt que de rationaliser les choses pour permettre, en tout cas aux soignants, d'être le mieux protégés possible et d'exposer le moins de personnes possible, et aussi aux patients peut-être d'être pris en charge en un lieu unique, où on pouvait peut-être un peu plus rassembler les moyens de tests, de suivi, récupérer des données, et on a poursuivi l'éparpillement des données et l'éparpillement du virus, même si je pense quand même que nos cabinets n'étaient pas des lieux de contamination, mais en tout cas, on a accepté d'être un peu moins bien protégés et de distribuer largement le matériel de protection qui était très rationné et dont d'autres soignants qui étaient très exposés n'avaient pas accès. Les auxiliaires de vie, entre autres. Voilà. Deuxième point pour moi, en tout cas d'illustration de l'incohérence entre l'organisation libérale des soins et la santé publique, c'était les soins de deuxième recours, qui ont massivement fermé lors du printemps, limitant largement l'accès aux soins des patients pour des avis de deuxième recours. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça donnait ? Ça donnait des spécialistes impossibles à joindre, des examens de radiologie impossibles à effectuer autre part qu'à l'hôpital. Sauf qu'à l'hôpital, tout était concentré sur le Covid, et évidemment, quand on appelait pour avoir un rendez-vous à l'hôpital, on nous disait non mais vous comprenez, on essaye de pas, on limite au maximum les consultations et on limite l'accès aux patients pour éviter les contaminations, qui étaient assez importantes quand même en intra-hospitalier a priori pendant la première vague, et en plus les patients étaient très très effrayés à l'idée d'aller à l'hôpital. C'était pour eux en fait un frein majeur, de dire monsieur untel, je vous ai organisé un scanner mais c'est à l'hôpital, et alors à ce moment-là c'était non docteur, vous comprenez, moi j'ai très peur d'aller à l'hôpital. Alors pourquoi les professionnels de deuxième recours ont fermé les cabinets ? Probablement parce qu'on les a incités à le faire pour limiter, pour maximiser le confinement, et aussi parce qu'ils se sont probablement retrouvés à des difficultés d'organisation logistique majeures, à la fois pour la protection de leurs salariés, les protocoles de désinfection de leur équipement et leur protection eux-mêmes. Et donc, on laisse à nouveau, de par une organisation libérale et donc très individualiste, la charge à chaque professionnel d'organiser toute la gestion de son cabinet en pleine crise sanitaire. Résultat des courses, les médecins libéraux en pleine crise sanitaire sont avant tout mobilisés sur des questions logistiques et financières finalement, de survie de l'entreprise qui est le cabinet médical en fait, de soins premiers ou de deuxième recours. Donc voilà ce que moi m'a inspiré, la réflexion que m'a inspiré l'expérience de la première vague du Covid, et comment, à mon sens, la médecine libérale n'a pas été à la hauteur dans ces circonstances. Et je voudrais quand même tempérer mon propos parce que je pense que pour le coup, la médecine générale l'a été. Les professionnels ont répondu aux besoins, se sont mobilisés, ont eu une réactivité importante. Donc, il n'est absolument pas question de remettre en question les professionnels, mais bien l'organisation du système de soins. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez que je rajoute quelque chose. Peut-être pour tempérer mon propos, c'est que les organisations locales en équipe de soins primaires en CPTS, en tout cas des échos que j'en avais, ont été plutôt efficaces parce que c'est vraiment ces organisations, ces liens qui existaient déjà en amont entre les professionnels de ville, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et autres professionnels de santé, qui a vraiment permis de finalement faire face le
le mieux possible, avec souvent en fait quand même une mutualisation des moyens qui s'est faite de manière assez spontanée. Ça n'est pas par le truchement de l'ARS ou d'autres institutions que ça s'est fait. C'est vraiment entre des professionnels directement. Alors, grâce à des organisations qui étaient en place ou qui se sont mises en place à cette occasion, mais lorsque les professionnels de santé sont organisés entre eux et qu'ils ont des moyens de travailler qui sont pas forcément conditionnés par la rémunération à l'acte, ça marche en fait parce que la volonté est là et la réactivité est là. Mais tant que cette rémunération à l'acte est imposée, il y a forcément ce questionnement en arrière-plan de est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés, est-ce que mon entreprise va fonctionner. Et ça vient finalement en opposition à un moment donné, ou en tout cas en conflit d'intérêt avec le soin du patient et la santé publique et l'intérêt collectif en général, et l'intérêt même finalement immédiat du professionnel de santé. Voilà. Notre émission Vive la Sociale essaye d'ouvrir des perspectives en s'appuyant sur les luttes existantes, et donc moi je suis amenée à vous demander, est-ce que vous avez l'impression que cette crise sanitaire va contribuer à une prise de conscience beaucoup plus large, que les médecins qui sont déjà, ou les soignants qui sont déjà convaincus qu'il faut pratiquer autrement? Est-ce qu'il peut y avoir une écoute du côté des autorités sanitaires, ou est-ce qu'il va falloir aller à l'encontre de façon beaucoup plus ouverte à l'encontre de leurs consignes? Dernière question, quel rôle pourraient jouer les patients dans, disons, une mobilisation sur toutes ces questions? Je vais justement sur ces questions-là, parce qu'en fait, on a pu croire, enfin en tout cas, on n'y a pas vraiment cru, mais on aurait pu espérer, après le discours du président de la République, qui nous a quand même exposé qu'ils avaient pris conscience de leurs erreurs et qu'il fallait sortir la santé du marché. Évidemment, cette annonce-là, si elle avait été suivie était quand même quelque chose d'assez nouveau dans le paysage politique, parce que on attend pas depuis très longtemps qu'ils se rendent compte que le marché n'est pas fait pour la santé, ou que la santé n'est pas faite pour... Sauf bien sûr, non seulement ça n'a pas été suivi des faits, mais les réformes déjà engagées pour réduire encore on continue à fermer des lits. En psychiatrie, il y a un démantèlement absolument démentiel, dont on ne sait pas comment la psychiatrie va se relever. Et effectivement, les patients sont les grands absents de toutes ces discussions, parce que très peu, d'abord déjà il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne, et nous qui sommes à la tâche depuis des dizaines d'années, on voit bien combien c'est complexe et difficile de répondre pour les patients. Pour nous, déjà nous on comprend pas tout, et alors les patients qui sont encore moins bien informés, ou en tout cas encore mieux désinformés, ont beaucoup de mal à saisir. Mais ils ne peuvent que se rendre compte qu'ils sont mal pris en charge, qu'à l'hôpital ils n'existent pas, qu'il est très difficile pour moi dans ma région il n'y a pas de médecin traitant, il n'y en a plus. Bon, c'est le centre de la France, c'est là où on est de moins en moins, il y a de moins en moins de professionnels de santé, donc on nous impose la téléconsultation comme une espèce de miracle finalement pour répondre à une crise démographique locale qui est absolument scandaleuse. Mais voilà, bon, donc si effectivement la population se rebelle contre ces conditions qui sont faites à sa santé, on aura un peu plus de chance sans doute d'être entendu. Mais pour le moment, c'est quand même pas, ils n'ont pas beaucoup la parole, à part dans certaines maisons dont on parlait tout à l'heure, Jean notamment, ou Léa, c'est-à-dire que dans les quelques petites maisons de santé, c'est-à-dire des lieux de regroupement de professionnels qui travaillent ensemble avec souvent le concours de la population, enfin des patients au travers de groupes de patients ou d'habitants.
il n'y a que là où on peut peut-être espérer que quelque chose va advenir. Alors, il y en a 4 ou 5 dont j'ai appris qu'ils allaient être, parce que jusqu'à maintenant, ces centres de santé communautaires, donc le mot évidemment maintenant commence à être un petit peu utilisé un peu à tort et à travers, mais dans ces centres de santé, tout le monde a une voix, c'est-à-dire les patients, enfin les groupes de patients, les habitants locaux, les médecins, les infirmières, les assistantes sociales, les psys. Enfin, donc il y a une grande discussion autour de ces maisons de santé qui sont en train d'être validées par la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits. On sait qu'un certain nombre de jeunes médecins ne veulent plus avoir de boutique, ils veulent être salariés ou en tout cas travailler en commun, ils veulent pas travailler tout seuls. Donc il y a des prémices quand même de changement. Maintenant, comment ça va se mettre en place, je n'en sais rien, mais il y a quand même une volonté des jeunes médecins de sortir de cette espèce de système libéral. C'est Georges, pardon. Oui, juste un mot, Nicole, par rapport à ta question. Moi, je pense que pour l'instant, on n'a pas retenu les enseignements de cette épidémie. C'est comme si on était collégialement dans une position de suicide collectif. C'est comme si on réinventait l'histoire chaque matin sans tenir compte de l'enseignement de cette histoire, justement. Alors, moi, je pense que le corps principal, c'est les patients, les usagers, c'est nous, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'il faut que nous, en tant qu'usagers, non pas en tant que soignants, je suis pas sûr qu'on soit soignant à temps plein. On est avant tout souffrant et parlant, je dirais. Et il faut que ce soit les peuples des usagers qui revendiquent non pas la propriété, mais l'expertise sur la souffrance, sur le soin, sur la maladie. C'est les patients qui sont nos maîtres. Dans ma pratique de psychiatre, moi je me suis rendu compte que les mecs qui m'avaient appris le métier, c'était ceux qu'on appelait les toxicomanes, il y a 40 ans. Et j'ai capté à ce moment-là, grâce à eux, parce que je les ai un petit peu écoutés, parce que je me suis dit qu'ils avaient été toxicomanes avant moi et qui connaissaient la souffrance infligée par cette situation. Je me suis rendu compte que c'était eux qui connaissaient les doses de médicaments qui les soulageaient, et pas moi, et surtout pas mes maîtres qui me poussaient à l'époque au sevrage brut. Il fallait absolument que les toxicomanes payent pour guérir. Il fallait les punir. Et à mon avis, la position de Foucault, surveiller et punir, est d'actualité. Elle est sûrement schématique. Et je pense que c'est au peuple de prendre le pouvoir sur ce qu'il connaît le mieux, l'expression de la souffrance. C'est lui l'expert. Oui, mais à travers la crise, il y a eu des révélateurs et des paradoxes. Donc, on s'est bien rendu compte que c'était les métiers les moins bien payés et les gens qui étaient les plus en souffrance professionnellement qui ont tenu la société, notamment lors du premier confinement. Mais dans les paradoxes, je pense qu'en pratique, on a presque subi comme un choc les applaudissements à 20 heures tous les soirs. Parce qu'on savait très bien que ces applaudissements à 20 heures tous les soirs, ils n'allaient pas se traduire dans la rue à la sortie. Quand les salariés, quand les soignants allaient manifester, on n'allait pas retrouver cette population en soutien. Et c'est ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une mobilisation dans les grandes villes des soignants pour dire mais il faut que ça s'arrête, on a besoin de moyens, on a besoin aujourd'hui de pouvoir faire face, on a besoin d'une autre organisation. Ben non, on se retrouve une poignée à se mobiliser, à manifester, et il n'y a pas cet écho-là. On peut mettre cela sur le compte que la population, elle est aussi sidérée. Il faut qu'on sorte de la sidération aujourd'hui pour aller vers autre chose. L'autre paradoxe, c'est que la première crise Covid a été d'une certaine façon une libération à l'intérieur des services. C'est-à-dire que comme l'organisation qui avait été mise en place n'était plus capable de faire face, la parole et l'acte a été remis entre les mains des soignants de terrain. Et on s'est retrouvé avec des communautés hospitalières où que ce soit les cuisiniers, les services techniques, etc., se sont mobilisés tous autour de la même problématique. Et là, la hiérarchie, on ne l'a plus vue pendant un certain temps. Elle était incapable de maîtriser ce qui se passait. Mais on savait très bien que le retour de bâton allait être terrible.
Parce qu'une fois que la superstructure allait remettre la main là-dessus, ça allait être terrible. Et de toute façon, cette phase d'improvisation où les soignants, où tous les personnels de la communauté hospitalière s'est donné à fond, allait être payé très chèrement. D'où la fuite aussi de professionnels dont je parlais tout à l'heure. Mais ça. Ah. C'est coupé. Oui, mais du coup, on peut, enfin, pour aller au bout là, c'est que les soignants ont qui pouvaient soigner. En fait, ils ont mis en place, il y a plusieurs articles qui montrent, notamment en psychiatrie, que pour continuer à soigner, les gens ont inventé d'autres façons de faire. Ils se sont mis dans les jardins, ils ont saisi l'environnement, ils sont allés chez les gens à domicile pour soigner. Donc, il y a aussi ce côté un peu positif qui rend en même temps de plus en plus difficile les conditions qu'on continue ou qu'on remet à l'ordre du jour. Mais il y a eu, comme dit Jean, une libération et l'invention, la façon de trouver d'autres formes pour continuer à soigner les gens. Mais là aussi, il y a eu quand même une participation. Là, pour le coup, pour une fois, quand la population est venue aussi en soutien à l'hôpital, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là. C'est-à-dire que, déjà, les services techniques des hôpitaux se sont organisés parce qu'il fallait installer des bâches, des choses techniques. Les gens alentours se sont mis à fabriquer des tabliers, des masques, beaucoup pas d'industriels, mais plutôt d'artisans locaux sont venus apporter leur soutien. Enfin, voilà, il s'est passé des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant. C'est-à-dire une solidarité à l'égard des soignants, qui peut-être aurait pu ou pourrait, j'espère qu'on encore pourrait, amener quelque chose de différent. C'est-à-dire, l'hôpital n'est plus le lieu n'était plus à ce moment-là le lieu qui pouvait vivre tout seul. Il fallait que tout le monde vienne en appui, en soutien, c'est-à-dire ces fabrications de masques ou de tabliers ou de tout le matériel dont on ne disposait plus. Il a été fabriqué par des femmes du secteur, par des hommes les peintres qui devenaient fabricants de lunettes ou de trucs, de visières, toutes ces choses-là. Ça aussi, c'est quelque chose. Je pense qu'on l'oubliera pas. En tout cas, les soignants et ceux qui ont participé à ça ne l'oublieront pas. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'ils soient un peu plus exigeants sur ce qu'on leur donne, sur ce que l'État veut bien maintenant distribuer? Ça, c'est une autre affaire, je ne sais pas. Patrick? Oui, je rebondis sur ce que dit Anne, c'est-à-dire que, comme le dit Barbara Stiegler, philosophe, le néolibéralisme, parce qu'il ne marche plus au consentement, a désormais décidé de s'imposer par la violence. Et on le voit dans les manifestations pour l'hôpital public notamment. Depuis plusieurs années, on est confronté au coup de matraque, au gaz lacrymogène. Et moi qui ai participé à Nantes à plusieurs manifestations, je l'ai vécu. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, le pas de côté, la solidarité en interne pour essayer de résister à tout ça, c'est hyper important pour tenir le coup. Et donc, effectivement, c'est un petit peu... C'est très compliqué, mais en même temps, c'est vital parce que si le néolibéralisme, si vous voulez, il est en train de détruire les métiers du soin et de l'éducation. Hein, on le voit aussi dans l'éducation, la recherche, parce que ce sont des métiers qui sont quelque part qui redonnent l'humanité à l'humanité, si vous voulez. C'est des métiers qui sont émancipateurs, et c'est ce que nie un peu le néolibéralisme. Hein. Ils détruisent les métiers du soin et de l'éducation pour imposer du chiffre à la place de l'humain, hein, pour faire court. Et donc, c'est comme dit Jean, on est un peu sidéré aussi par cette pandémie et va falloir, les mobilisations commencent à reprendre maintenant, pour les libertés aussi, hein, notamment. Et donc, va falloir quand même du temps à la population pour sortir de cette sidération et tenter de se réapproprier les problèmes de soins et de santé publique. Mais je crois que en tout cas, la population a pris conscience que la Sécu, que l'hôpital public, que les services publics en général sont fondamentaux
pour garantir la paix sociale, une égalité à minimale, dans la mesure où je crois qu'on va quand même voir malheureusement, on va prendre conscience aussi que l'espérance de vie diminue peut-être dans certains secteurs, certains métiers, voilà. Et on va rejoindre un peu les critères qui existent en Allemagne où les réformes d'austérité ont fait diminuer l'espérance de vie des ouvriers, mais là, je crois les sociétés européennes vont en prendre un coup. Il faut que l'invention et la résistance qu'il y a eu face à la pandémie se traduisent dans un projet. Et ce projet, s'il n'est pas porté à la fois par les soignants, par la population et par certains politiques qui pourraient avoir conscience effectivement qu'il faut rompre avec le modèle dans lequel on nous a enfermés, la solution, elle ne peut venir que de là. Bon, écoutez, par la force des choses, je suis obligée de mettre fin à la conversation, mais bon, j'espère que vous avez pu dire l'essentiel de ce que vous vouliez dire. De toute manière, il y a énormément à méditer, à réfléchir dans ce que vous avez dit. J'espère qu'on aura l'occasion de reprendre un peu le débat.